Voilà, chers amis internautes, bonjour. Voilà, au plaisir de vous retrouver. On s'excuse du petit retard pour des raisons purement professionnelles. On va démarrer dans quelques minutes, le temps que tout le monde s'installe. Voilà, à tout de suite. Voilà, super. Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, on va essayer d'écouter rapidement Sleiman Faye, le temps que on s'installe un peu, puis on va démarrer. Voilà, aujourd'hui on est en forme, on va casser l'appareil. Voilà. J'espère que vous m'entendez très bien. Je voudrais avoir le feedback de, je voudrais avoir le feedback de quelqu'un pour me dire si vous m'entendez très bien ou pas. Voilà, c'est ça. Alors, je pense que ce que je vais faire. Alors, ok. Je vais essayer d'allumer mon ordinateur pour voir les retours. Voilà, là c'est compliqué. Voilà, Live Bamba, est-ce que le son est bon? Voilà, si vous pouvez me renseigner si le son est bon ou pas. Voilà. Voilà. Aujourd'hui ça a été très compliqué, j'ai pas eu le temps de très bien m'organiser. Voilà. Donc, voilà. Je voudrais juste une réponse. Khalifa, Live Bamba, si le son est bon, ben, vous me dites, c'est que je pourrais être rassuré par rapport à ça. D'accord? Voilà. Donc j'attends votre feedback. Bonjour Abdoulaye, dites-moi, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous entendez très bien ou pas? Donc, voilà. Est-ce que vous m'entendez très bien? Voilà. Dites-moi si vous m'entendez très bien. Voilà, j'ai pas reçu de feedback. Est-ce que vous m'entendez? Ça, vous m'entendez même pas en fait. Voilà, bon, c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, là, bon, bah, je disais que si vous m'entendez, ce serait bien que vous me... Ok, le son est ok actuellement ou bien je remets comme c'était avant? Dites-moi s'il vous plaît, quelle est la meilleure option? Aujourd'hui, j'ai vraiment fait du tachali comme on dit, j'ai pas eu le temps de bien me préparer. Mais bon, vous savez, quand c'est Marketing TV Monde, on ne s'arrête pas, quoi. On le fait très très bien, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On va le faire, super. Voilà.
J'espère que le son est bon. Ça nous permettra de démarrer rapidement. Voilà. D'accord. Laissez-moi juste partager ça pour qu'on puisse en bénéficier tout de suite là, tout le monde. Voilà. Et puis on va avancer, d'accord. Voilà. J'ai l'impression que l'ensemble de mes appareils sont collés. Voilà. Ok, publier. Voilà. Super. Mais bon, bah, j'espère que ta journée de prof, de comment tu appelles ça encore, de e-prof était une très belle journée. Voilà, j'ai adoré ta vidéo qui montrait comment est-ce que c'était extrêmement pratique d'être un e-prof. Voilà, on s'emmerde pas, on se lève, on prend doucement son petit-déj et puis derrière comment tu appelles ça? Et puis derrière, voilà, on fait son cours voilà, on prend sa douche, on fait son cours sans passer par les cases, s'habiller, quelles chaussures, quel habit, etc. Ça, c'est particulièrement génial. Voilà. Les piliers de la stratégie de service. C'est-à-dire quand vous voulez mettre en place une stratégie de service, que ce soit autour de produits ou autour de services, sur quel pilier devez-vous agir? Donc c'est ça l'idée. Nous allons notamment le traiter très rapidement, d'accord? C'est ça, voilà, j'enregistre. Super, bon, je crois que c'est bon pour l'instant. Voilà, hop là. Je partage le soutien. Je partage, voilà. J'essaie de partager sur ma page, je suis un peu nul de ce côté-là. Voilà, hop là. Bien, alors. C'est parfait, donc le son est très bon, on va commencer tout de suite. Le temps que je ferme la fenêtre pour que nos amis, voilà, c'est ça, bien. Donc on va éteindre très rapidement ça. Voilà, ce monsieur dont on peut qui est excellent, voilà, Souleymane Jules Diop, voilà, enfin Souleymane Jules Diop. Souleymane Faye, voilà, bien. Donc je voudrais tous vous saluer, voilà, vous souhaiter aussi une très très belle semaine, voilà, parce que sur Marketing TV Monde, la semaine commence le mardi, voilà, donc c'est pourquoi on a toujours des belles semaines sur Marketing TV Monde, voilà, bien. Alors, donc je voudrais très rapidement qu'on puisse donc aller vers l'essentiel, voilà. Le thème qu'on avait traité la dernière fois, c'était les stratégies de service autour des services. On avait traité d'abord les stratégies de service autour des produits en montrant que la stratégie est couverte sous deux aspects. Un, apporter au client du zéro souci. Deux, apporter au client de la valeur ajoutée. Et ensuite, quand on identifie les services, les organiser en services avant, pendant et après la vente. Voilà. Concernant les services, on avait dit qu'il y avait deux axes de construction de la stratégie de service. Ces deux axes, c'est tout simplement la prestation et l'expérience. On a montré que quand on propose des services de base,
il était important de créer de la valeur déjà à partir notamment des services périphériques, en tout cas des services différenciateurs du service de base. Voilà, je crois qu'on avait donné beaucoup d'exemples. On avait montré par exemple comment est-ce que dans un avion, par exemple, dans le transport aérien, qui est un des secteurs qui a vraiment contribué au développement du marketing des services. Vraiment, il faut le rendre, les deux secteurs-là, que ce soit le transport aérien, que ce soit le tourisme, c'est deux secteurs dans lesquels vraiment le marketing des services a pu faire des choses énormes qui ont pu être répliquées dans d'autres domaines. Voilà, bien. Donc, très rapidement, je voulais juste dire que quand vous avez un avion, vous faites vous proposez au client du voyage, voilà, vous dites, ok, j'ai l'avion, c'est ma prestation principale, j'ai un service de base principal, je peux optimiser la prestation et gagner encore plus en apportant au client plus de valeur ajoutée. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, dans les compagnies aériennes, on va vous dire, ok, nous avons une classe économique, mais derrière, on va aussi travailler sur d'autres prestations, des paquets de prestations, donc classe économique, ensuite première classe, ensuite business class. Voilà. Et donc, à chaque niveau de classe, dans la même prestation, chaque niveau de classe va avoir plusieurs autres prestations à côté du service de base, qu'on va appeler des services, si vous voulez, différenciateurs. Mais ces services différenciateurs qui sont liés directement au service de base permettent de créer de la valeur ajoutée et pour l'entreprise et pour le client. Voilà. On a donné aussi l'exemple des hôtels où il y a des chambres, studios, appartements, tout ça, etc. Donc, à chaque niveau, on met des prestations en plus qui donnent au client beaucoup plus de confort, qui lui donnent notamment beaucoup plus de confort d'utilisation, mais derrière, ça a permis aussi à l'entreprise de lui proposer des services qui en fait vont avoir un rendement largement plus important. Donc, rien que sur le service de base proposé au client, on peut greffer des services facilitateurs sur le même service afin que le client livre la prestation de manière beaucoup plus excitante, si je peux me permettre, si vous me passez l'expression. Voilà, bien. Maintenant, vous savez qu'en matière de services, il y a les services de base, il y a plusieurs services de base. On va dire qu'il y a un service de base principal, mais derrière, il y a aussi ce qu'on appelle les services de base annexes. L'identité d'un service de base, c'est que chaque service de base a son propre système de service. On reviendra sur ça plus tard. Voilà. Mais quand on a le service de base principal ou annexe, il a son système de service. Donc, dans le service de base, on peut justement greffer des services différenciateurs pour améliorer, optimiser la prestation, plus de satisfaction pour le client, plus de revenus ou de rendement pour l'entreprise de service. D'accord? Le deuxième aspect maintenant, sur lequel il fallait travailler, c'est l'expérience pour le client. Donc, il ne s'agit pas seulement, je veux dire, d'ajuster ou en tout cas d'affleurer, de donner un plus notamment par rapport au service de base que vous proposez. Il est important de voir est-ce que le client n'a pas besoin d'autres types de services qui ne sont pas directement liés au service de base, mais qui peuvent être des compléments par rapport au service de base. Et ces services dont on parle là, ça va être notamment les services qui permettent aux clients de vivre une meilleure expérience, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est des choses, par exemple, particulièrement importantes, notamment. J'avais donné, par exemple, le cas de quelqu'un qui va à l'hôtel et qui se dit, bah, écoutez, j'ai envie de faire un safari, des trucs comme ça. C'est un plus, voilà. Et ce plus-là, notamment, va être quelque chose qui va agrémenter l'expérience. C'est comme dans le secteur aérien, quand au-delà de la business qu'on vous offre ou de la first class qu'on vous offre dans l'avion, derrière, par exemple, on va vous offrir des salons VIP, des trucs comme ça. On va vous donner un passage prioritaire à la douane ou à la police, des trucs comme ça. Donc, ou bien comment on appelle ça encore, comme ça se fait chez nous, là, les salons d'honneur, des trucs comme ça. Voilà, bien. Quoi qu'il en soit, on va vous donner notamment à côté du transport en avion. Déjà, on optimise le transport en avion, on optimise votre voyage, mais derrière, on peut vous donner d'autres types de choses, d'autres types de prestations qui, au-delà de la prestation que vous vivez, vont vous donner une expérience plus globale, au-delà même de la seule prestation. Donc, c'est d'autres types de services, des services de base, des services périphériques qu'on va mettre pour vous permettre, au-delà de un plus, notamment sur tout le parcours client, pour que les clients puissent avoir ce qu'on appelle l'effet wow. Cet effet wow là, on en avait beaucoup parlé. Je crois qu'il est important de bien le comprendre. L'enjeu, c'est pas de satisfaire les clients seulement. L'enjeu, c'est de fidéliser les clients. Et il n'y a qu'une seule manière de fidéliser les clients, c'est notamment de l'enthousiasme. On l'a dit, répété, on le dira tant qu'il le faudra. Voilà. Pour nous-mêmes d'abord, ensuite pour les autres. Mais il faut avoir ça à l'esprit. Voilà. Bien. Alors, donc aujourd'hui, on va essayer de discuter sur un truc simple. C'est-à-dire, quand je connais les stratégies de service, quelles sont les questions que je dois me poser pour définir des services à valeur ajoutée autour de mon produit, si je vends des produits.
quelles sont les questions que je dois me poser pour définir des services à valeur ajoutée autour d'un service si je vends un service, que j'ai un cyber, que j'ai une boutique Orange Money ou Free Mobile, que j'ai notamment un salon de coiffure, que j'ai un magasin de vente d'articles, etc. Tout ça, c'est des produits que vous vendez. Et du moins, c'est des services que vous faites. Il est important de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour optimiser ça? Je crois qu'on avait bien vraiment dit ça sur la dernière vidéo. Quelles sont les questions liées à l'optimisation de la prestation et les questions liées notamment à l'optimisation de l'expérience du client. Maintenant, aujourd'hui, l'enjeu de notre discussion, c'est de se poser une question très simple. Autant j'ai identifié les différents services que je peux donner, je ne peux pas décider tout de suite que voilà, je vais faire l'ensemble de ces services. Parce que quand je fais des brainstorming, des enquêtes auprès de la clientèle, j'identifie un ensemble de services, beaucoup de services. Les clients vont me dire j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça et tout ça. Ils vont me dire qu'ils aimeront beaucoup de choses. Maintenant, il faudra arbitrer pour dire quels sont les services que je vais choisir. Et le choix des services va impliquer aussi notamment des choix stratégiques, notamment le choix du positionnement de vos services. C'est très important de se dire, les services que je vais donner vont être positionnés comment? Est-ce que je vais être plutôt dans la haute gamme? Est-ce que je vais plutôt être dans la moyenne gamme? Est-ce que je vais plutôt être de la basse gamme? Aujourd'hui, on va vous donner des critères sur lesquels vous allez mesurer votre situation et choisir librement, notamment, enfin librement, mais en connaissance de cause, la stratégie qui est la plus adaptée, notamment à votre activité. Voilà, bien. Donc, le premier aspect que je voulais d'abord souligner, je l'avais dit en fin de vidéo la dernière fois, c'est de dire qu'en matière de service, les stratégies concurrentielles de Michael Porter ne sont pas toutes si opérationnelles pour le service, d'accord? Je crois une des stratégies les plus, en tout cas, présentées et en tout cas défendues par Michael Porter, était la stratégie de domination par les coûts, ou en tout cas la stratégie focalisée ou basée sur les prix. Bien. Alors, en matière de service, malheureusement, c'est difficile de se faire la concurrence par les prix. Ça, vraiment, c'est un gros problème. Ça n'empêche pas qu'on peut notamment travailler sur l'amélioration des coûts. Mais attention, quel coût? Parce que justement, en matière de service, quelquefois, l'augmentation de la qualité, l'augmentation de la satisfaction des clients nécessite justement l'ajout de coûts supplémentaires. Ça va être très difficile de pouvoir accroître la qualité du service et la satisfaction du client en diminuant les coûts. C'est pourquoi dire dans une prestation de service que je vais essayer de dominer mes concurrents par le prix, ce n'est pas une bonne approche, ce n'est pas quelque chose qui va en tout cas être complètement pérenne. Voilà. Mais je parle de manière théorique. Hein. Si vous avez une activité, que vous faites votre propre enquête et que les clients vous disent, nous, on s'en fout, l'important c'est que ça coûte pas cher, ben ne m'écoutez pas, faites ce que les clients vous disent, parce que les clients sont toujours ceux qui achètent, donc c'est eux les rois, c'est eux qui ont la décision, c'est eux qui font l'arbitrage. Voilà, bien. Cependant, de manière générale, quand vous faites une prestation de service, c'est vrai, le prix est très important, il est vraiment important. Mais vous savez que le prix, il y a le facteur coût de production, donc prix de revient, et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle la marge que vous devez mettre pour avoir maintenant un prix de vente. Le prix de vente, c'est l'ensemble des coûts et la marge que vous recherchez. Les éléments de coût vont avoir une incidence sur la fixation du prix. Maintenant, est-ce que je dois économiser sur les coûts pour pouvoir notamment avoir un prix plus faible? Alors, je le dis pour plutôt des PME et des PMI, surtout aussi pour les grandes entreprises. Beaucoup d'entreprises ont tenté de se dire, on va essayer d'optimiser nos coûts et notamment de gagner plus en vendant moins cher à la clientèle. Vous savez ce que ça amène? Ce que ça amène, c'est que ça apporte de l'insatisfaction. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans un hôtel ou dans un restaurant où on vous limite. Ok, vous demandez par exemple de l'eau, on vous donne un verre d'eau, vous demandez un autre verre d'eau, le serveur commence à se montrer un peu particulier, du genre on n'est pas là pour gaspiller l'eau, d'accord? Ou bien vous commandez un plat, vous demandez par exemple des frites, on vous donne des frites, en ce moment vous dites, écoutez, est-ce que vous pouvez pas m'augmenter un peu de frites? La personne va vous dire, écoutez, c'est payant, il n'y a rien de gratuit ici, etc. Et ça, c'est que l'entreprise est en train de se dire comment faire pour économiser mes coûts, zéro défaut, quoi, pas de coûts supplémentaires pour que, notamment, je puisse vendre moins cher. Ça, c'est un gros problème, voilà. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que si vos clients ne sont pas des clients qui sont focalisés uniquement prix, vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises, voilà. C'est le cas dans les hôtels, quelquefois, où quand vous venez, on compte le nombre de draps qu'on vous donne, ou le nombre de serviettes, ou bien on vous impose de garder les serviettes pendant 2-3 jours, etc. Dans cet esprit d'économiser les coûts, ou quelquefois, il y a des hôtels, je ne veux pas citer de nom, où ils cherchent eux-mêmes à notamment, je sais pas, paramétrer les splits
pour qu'il ne dépasse pas, pour qu'il ne descende pas en deçà de 24 degrés, des trucs comme ça. Et généralement, c'est des problèmes énormes. Moi, j'ai eu des séjours comme ça extrêmement difficiles où j'en voulais absolument plus. Voilà, parce que tu dors le soir, il fait chaud, on te dit que tu descends. Après, la fin de 24 du mois, c'est extrêmement difficile, alors que tu as payé quand même pour ça. Donc tout ça, on cherche à réduire les coûts, parce que peut-être c'est des facteurs de coûts importants, mais derrière, en vendant moins cher pour attirer la clientèle, ben vous donnez moins d'opportunités aux clients, ça veut dire que le client ne vit plus une belle expérience, il se sent certainement contraint. Voilà, bien. Mais ça n'empêche pas, même si on vend cher, de travailler sur l'économie des coûts. On reviendra plus tard sur la qualité des services. Parce que en matière de service, plus on peut économiser de coûts, plus il faut le faire. Parce qu'en matière de service, justement, la non-qualité n'est pas recyclable, contrairement aux produits. En matière de produits, on peut recycler les défauts, les déchets du moins, on peut les recycler. Mais en matière de service, comme disait Jacques Horowitz, le déchet c'est le client. On ne peut pas notamment le recycler, il est perdu d'avance. Donc ça, on reviendra là-dessus sur l'importance de maintenir, de chercher à chasser non pas les coûts réels, mais à chercher les faux coûts ou les mauvais coûts qui peuvent grever notamment la qualité de prestation de service. Voilà. Bien. Une deuxième stratégie qui avait été proposée, en tout cas par Kotler, enfin par Porter du moins, voilà, c'est la stratégie de différenciation. Voilà. De la différenciation, c'est vraiment une approche stratégique absolument intéressante. Voilà. Je crois que tous ceux qui ont fait marketing ont compris que pour définir son positionnement, il y a deux axes importants, l'axe identification et l'axe différenciation. En matière de service, non seulement c'est stratégique, mais c'est même opérationnel, quoi. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que le service n'est pas un produit, c'est un ressenti, c'est une expérience que vit le client. Eh ben, le client, il a envie de sentir une différence entre une entreprise et une autre. Voilà, bien. J'ai bien aimé une boutade, notamment de... Je crois que c'est Jacques Horowitz aussi qui faisait cette boutade-là. Il disait, rien ne ressemble plus à un billet d'avion qu'un autre billet d'avion. Voilà, c'est énorme. Rien ne ressemble plus à un restaurant qu'un autre restaurant. Rien ne ressemble plus à un hôtel qu'un autre hôtel. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi le client choisit une compagnie plutôt qu'une autre? Pourquoi le client choisit un resto plutôt qu'un autre? Pourquoi le client choisit un hôtel plutôt qu'un autre? Pourquoi le client choisit un opérateur téléphonique plutôt qu'un autre? Pourquoi le client choisit une école de formation plutôt qu'une autre? Alors que toutes les deux, c'est techniquement des hôtels qui offrent les mêmes prestations. Voilà. Donc, cette différence-là d'appréciation du client vient justement de la capacité de l'entreprise à pouvoir se différencier. Ça offre une différence. La différence, elle a deux objectifs. Le premier objectif de la différence, c'est de mieux s'ajuster à la clientèle. Parce que l'idéal du service, c'est pas seulement de plaire au client, enfin du moins de le satisfaire, comme je l'ai dit, c'est de l'enthousiasmer. Et pour enthousiasmer les clients, il faut offrir des options de personnalisation. C'est très important, ces options de personnalisation. Et ça, vraiment, ça crée de réelles différences. Pas seulement identifiées, mais personnalisées. Okay? Deuxième élément très important, notamment par rapport à cela, c'est que non seulement on va notamment personnaliser, mais on crée une grande valeur ajoutée aussi pour le client. Et ça, vraiment, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, premier axe, on cherche à personnaliser pour chaque client. Certains parleront de mass customization, mais bon, on n'est pas dans le mass customization. On est plus dans une approche one-to-one. Hein, donc ça, c'est... Peut-être on reviendra un jour aussi sur le one-to-one, qui est le corollaire un peu du CRM, mais on reviendra là-dessus. Donc l'idée, c'est de traiter chaque client de manière particulière. Donc ça, c'est un aspect important dans la différenciation. L'autre aspect important dans la différenciation, c'est justement se différencier, se distinguer des concurrents pour apporter une valeur ajoutée, un avantage concurrentiel. Voilà. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il faut le faire, c'est une obligation quand on est dans le service. Quand on fait du service et qu'on n'innove pas, on ne fait pas de la différence, forcément on ne se fait pas remarquer par la clientèle. Maintenant, la question essentielle, c'est est-ce qu'il faut se différencier à tous les coups? Est-ce qu'il faut copier tout ce que font les concurrents? Est-ce qu'il faut tout le temps chercher à apporter des nouveautés? Voilà. Sur ce point, deux choses importantes, ou trois peut-être, ça dépendra. Le premier point qu'il faudrait souligner sur la différenciation, c'est qu'en matière de service, et c'est une des contraintes importantes en matière de service, c'est que la différenciation est éphémère. Elle est vraiment éphémère. Regardez-le tous les jours. Une entreprise propose une option, demain ses concurrents copient. Il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a rien. Voilà, regardez-le très bien. Que ce soit les opérateurs, que ce soit les écoles de formation, partout. Vous créez une nouveauté aujourd'hui, demain vos concurrents vous copient. Donc c'est difficile d'avoir des différences très bien ancrées et durables. Les différences sont faciles à copier. Et ça, vraiment, je voudrais que vous y fassiez extrêmement important.
L'autre piège dans la différenciation, c'est que généralement, dans la course à l'innovation, les entreprises vont chercher à innover sans en réalité mesurer l'écart entre la qualité délivrée et la qualité perçue par le client. Voilà. Parce que quand on fait des nouveautés, il est important vraiment, surtout en matière de service, de beaucoup travailler sur l'expérimentation avec les clients. Et il faut vraiment que la nouveauté, l'innovation fasse l'objet de tests continus sur tout le cycle de développement avec les clients pour être sûr qu'il n'y a pas d'écart. Ça, c'est vraiment très important. Et même à l'arrivée, quand vous êtes d'accord avec le client que c'est ce qu'il veut, retestez encore avant de le mettre sur le marché. Voilà. Parce que généralement, le client n'est pas un technicien, c'est pas un spécialiste, et c'est quelqu'un qui ne sait pas dire de manière très exacte, voilà ce que je veux. Et ça, vraiment, c'est des choses que nous devons, nous tous particulièrement comprendre. C'est pourquoi, quand on veut innover, il est important de travailler avec les clients de la phase de développement jusqu'à la phase finale, et on refait les tests avec lui pour pouvoir maintenant le déployer. Sachant que maintenant, quand on fait des innovations, il est important de travailler sur l'information, la sensibilisation et l'implication du client pour qu'il puisse s'approprier le nouveau service. Donc tout ça, c'est des facteurs importants sur lesquels il faut en tout cas faire attention. Voilà. Donc en résumé, première stratégie, domination par les coûts, domination par les prix, c'est pas une bonne approche en matière de service. Deuxième élément, différenciation. La différenciation, c'est génial, mais la différenciation est éphémère, ça c'est absolument clair. Dans un autre côté, quelquefois les innovations, enfin les différenciations sont contre-productives parce que justement, l'innovation qu'on veut faire n'a pas été bien comprise par l'entreprise ou en tout cas le client n'a pas pu bien exprimer ce qu'il voulait et résultat, on crée des nouveautés, mais derrière la nouveauté n'a pas. Ça, beaucoup d'entreprises ont vécu ça du moins. On pourra donner des exemples la prochaine fois. Aujourd'hui, je suis un peu à la bourre. Voilà, bien. Donc, le troisième axe maintenant de la stratégie ou de la guerre, en tout cas, le troisième levier de la guerre stratégique, c'est la stratégie de focalisation, voilà, la niche. La niche, c'est une stratégie extrêmement adaptée, notamment à l'activité de service. Mais vous comprendrez bien que la niche n'est pas pour tout le monde. Voilà, vous ne pouvez pas avoir un magasin de vêtements avec des moyens limités et dire que vous allez créer une niche. Pourquoi? Parce que la niche suppose notamment de travailler sur un type de clientèle assez select. Donc la quantité, ça, le nombre de clients n'est pas du tout important. Mais c'est des clients à forte valeur. Généralement, on utilise aussi quelquefois en phase de déclin. On peut utiliser des stratégies de niche. Pas seulement, hein, voilà. Mais on peut avoir tout simplement une stratégie d'écrémage pour dire, même en phase de développement, je vais nicher une certaine partie de la clientèle. Donc, on peut faire des niches, aussi bien en phase de développement, maturité ou en phase de déclin. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut comprendre que pour faire une niche, on a affaire à une clientèle qui n'est pas très élastique, qui n'est pas très importante, mais c'est une clientèle à forte valeur. Ça, c'est un. Mais surtout, ce qui va permettre de garder votre niche et donc d'éloigner les concurrents, c'est de construire ce qu'on appelle des barrières à l'entrée. Et construire des barrières à l'entrée sur un marché, c'est extrêmement difficile. Parce que si vous avez des courtes barrières, c'est comme dans les maisons, ben, tout le monde peut entrer, les chats, les enfants verront ce que vous faites à l'intérieur. Si vous voulez que personne ne voit, que personne ne puisse entrer, vous êtes obligé de construire des barrières extrêmement hautes. Et justement, la construction de ces barrières élevées à l'entrée est extrêmement difficile, ça coûte extrêmement cher. Ça dépend maintenant de l'objectif de l'entreprise, de ses capacités et de ses moyens. Voilà. Maintenant, je mets toujours en garde contre ces gens qui parlent de leur passion en disant moi je fais ça parce que j'aime bien, parce que c'est ma passion, je dépense sans compter. Mais en business, quand on dépense, on compte. C'est très important, même si c'est de la passion. Quand on dépense, on compte. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que d'abord, la loi interdit la vente à perte, hein, mais deuxièmement, si vous faites votre passion et vous en gagnez absolument rien, ben vous allez justement mourir peut-être avant de voir votre passion éclore. Donc, quelle que soit la passion que vous avez, faites attention. Résultat, par exemple, quelquefois, vous allez voir des gens qui ont des petits salons ou qui ont des magasins et qui mettent des investissements extrêmement élevés pour dire « je vais faire quelque chose que les autres ne font pas ». Mais derrière, on ne se pose pas la question de savoir qui sont mes clients, qui viennent. Les clients qui viennent dans ma boutique, ou qui viennent dans mon magasin, ou qui viennent dans mon showroom, ça dépend de ce que vous avez. Quelle est leur valeur? Est-ce qu'ils sont prêts à acheter les produits que nous leur proposons? Est-ce que pour eux, la valeur que je mets crée en eux notamment des insights, c'est-à-dire une envie de payer plus cher, parce que c'est un cadre qu'ils adorent particulièrement, dans lequel ils se sentent supérieurs aux autres, ou en tout cas ils se sentent assez particuliers, spécifiques, honorés, mis en valeur, et donc sous ce rapport, ils sont prêts à payer plus cher. Donc ça, c'est des questions importantes.
Parce que si je vais dans mon magasin, je mets en marbre, je mets notamment des vitres, des feuilletés, comme on dit. Voilà, je mets des choses extrêmement hallucinantes. Je mets des dizaines de millions pour mettre ma boutique. Et les clients que je vise, eux, ils ne pourront me faire à l'année que peut-être un petit 5-6 millions, alors que moi j'ai investi peut-être un petit 50 millions pour ça. Sérieusement, ça pose un problème. Voilà. Maintenant, si vous mettez 50 millions dans la construction de votre boutique et que les clients qui viennent, ils pourront vous faire 200, 300, 500 millions l'année, ben je crois que non seulement vous devez très très bien améliorer, mais chaque année vous allez mettre parce que vous allez créer une niche. Et justement, vous allez garder vos clients et dissuader les concurrents de venir parce qu'ils vont se dire, si je dois investir tout ça, ça n'en vaudra pas la peine, il y a un facteur de risque. Voilà. Donc quand on fait des niches, important de voir la clientèle existante, de voir quels sont les facteurs de protection de votre marché, donc notamment le coût d'investissement en termes d'élévation des droits d'entrée, notamment sur le marché, et bien travailler ces prévisions, notamment de vente, parce que si vous tombez sur les prévisions de vente, bonjour les dégâts, vous risquez d'avoir des déceptions énormes. Voilà. J'en ai vu beaucoup au Sénégal, et surtout, ça c'est surtout les femmes qui aiment les bonnes choses, voilà, qui vraiment investissent comme si c'était pour elles. Et elles le font vraiment pour mettre les gens à l'aise, pour leur donner un plus, pour se sentir différentes. Mais généralement, ce qui se passe, et je crois que beaucoup de femmes, et même d'hommes qui me regardent, ont vécu ces expériences-là. Vous mettez beaucoup de choses, mais les clients ne sont pas prêts à payer plus cher. Et résultat, ben, souvent, c'est des pertes. Et quelquefois, votre entourage ne comprend pas en disant, mais il y a des clients qui viennent tout le temps, etc. Ben, ils ne comprennent pas que derrière, vous avez mis un investissement énorme, vous avez pris des prêts énormes, mais la clientèle n'est pas prête à mettre le paquet. Vous êtes obligé de rabaisser les prix, de les diminuer ou de faire des promotions pour que les produits puissent tourner. Et ça, c'est pas une bonne chose. Voilà. Donc ça, c'est ce que je veux dire sur la stratégie de niche. C'est très important, avant d'aller dans une niche, de se poser les questions de la faisabilité, notamment d'entrée ou de création d'une niche. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, bien. Donc, créer une niche en marketing de service, si vous l'avez, c'est excellent, mais tout le monde ne peut pas créer une niche. Une niche, justement, on l'appelle niche parce que c'est un petit marché. Un petit marché, c'est pas un petit marché pour les petits, justement, c'est un petit marché pour les gros. Comme on dit en économie, c'est qui est rare et cher. Donc, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pourrez pas créer une niche. Ça, c'est extrêmement important à savoir, de manière générale, comme je dis. Voilà. On est en sciences sociales, donc il faut relativiser. Bien. Alors, donc, on se pose maintenant la question de se dire, ok, mais quel est vraiment le très bon levier ou le levier excellent sur lequel on doit se baser pour fournir des services à valeur ajoutée qui créent une satisfaction, un enthousiasme continu de la clientèle. Parce que le prix, c'est pas garanti. La différence, on peut nous rattraper rapidement. La niche, ça coûte très cher. Qu'est-ce que je peux faire? Souvent, on va se dire, ok, vous pouvez vous battre sur les prix, si les clients sont sensibles au prix en matière de service. Parce qu'on n'exclut pas aussi les stratégies de pénétration. Ça existe. Hein. On l'a vu en restauration, ces temps-ci, tout le monde entend parler de KFC. Voilà. Donc, j'ai eu l'honneur d'ailleurs de faire l'étude de faisabilité en 2015. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que KFC c'est plus de la basse gamme, mais au Sénégal je crois que c'est un peu plus de la moyenne gamme, mais c'est normal, les revenus ne sont pas du tout les mêmes, voilà. Mais par exemple, quand vous prenez le resto, on en parlait tout à l'heure, vous allez voir, il y a des restos qui sont de la basse gamme, des restos de moyenne gamme, des restos de haute gamme, comme vous le voyez dans tous les types de services notamment qui sont prestés, voilà, bien. Donc le prix peut être un facteur, certains peuvent dire ce qui m'intéresse, c'est que ça ne me coûte pas cher, d'accord. L'autre aspect, sauf que ça peut marcher ou ne pas marcher. C'est pas vraiment un pilier dur, un socle dur, comme on dit. La différence, comme je l'ai dit, vous pouvez créer des innovations, faire des nouveautés, faire comme les concurrents, mais attention, ça peut rapidement lasser les clients et ne plus être une différence, parce que si vous créez une nouveauté, une option nouvelle, et que les clients se rendent on le fait, ben ça ne crée plus de la différence. Donc ça aussi, il faut faire très attention à ça. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas différencier, innover, mais comprenez que le seul fait de différencier ne garantit pas le succès. Troisième élément, vous pouvez créer une niche. Mais la création d'une niche, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des facteurs de risque importants et ça nécessite en amont que vous ayez des moyens importants pour créer une niche. Donc, ces trois stratégies proposées par Kotler sont des stratégies intéressantes pour l'industrie, mais moins intéressantes notamment pour l'activité de service. Et dans l'activité de service, justement, on va considérer que le principal pilier du succès, le principal pilier de la stratégie, le principal succès de la réussite continue, c'est la régularité de la qualité des services. C'est le point. Vraiment. L'axe stratégique en matière de service, c'est la régularité de la qualité du service. Ça, il faut vraiment très très bien le comprendre. En matière de service, c'est comme ça. Voilà. Il ne s'agit pas de dire aux gens, nous allons vous livrer dans les 24 heures.
Ok, ça c'est intéressant. Si vous me dites vous achetez dans les 24 heures, je suis content. Mais ce qui va être le plus important, c'est le fait que vous respectiez les 24 heures. Ok? Si vous me dites nous allons vous garantir sur X nombre de temps, la prestation, vous avez créé une différence, c'est bien la différence. Mais la différence n'a de sens que si l'engagement a été respecté. Donc ce qui va être extrêmement important, c'est de garantir non seulement la qualité du service, mais la régularité de la qualité du service. On avait une fois parlé, je crois, de la qualité du service, mais je pourrais revenir là-dessus. Notamment, on proposait comme définition que le service, c'est le niveau d'excellence choisi par l'entreprise, c'est le niveau d'excellence choisi par l'entreprise pour satisfaire la clientèle cible. Mais c'est aussi la mesure dans laquelle l'entreprise elle-même se conforme à ce niveau d'excellence. Et j'avais rappelé en fait que le terme de Horowitz était très joli parce qu'il disait que la qualité, c'est pas seulement une norme, c'est un niveau d'excellence. Et quand on parle d'excellence, on parle de sans faute. On parle d'une chose vraiment sur laquelle c'est absolument clair, c'est un engagement, c'est une promesse, enfin c'est même pas une promesse, c'est plus qu'une promesse, c'est un engagement et l'entreprise va tout faire, parce que l'entreprise va se battre à 1000% pour que l'engagement soit respecté dans les meilleures conditions. Vous tous, vous le savez. Vous allez rencontrer souvent des prestataires qui vont vous dire oui, je veux te faire ça, je vais te faire le travail en une semaine, en un mois, ça dépend du délai. Quelquefois, pour vous faire plaisir, ils donnent des engagements. Vous dites c'est génial, ils ne respectent pas les engagements. Voilà. J'écratigne un peu mes amis tailleurs, par exemple. Voilà. On a des tailleurs exquis au Sénégal, ils sont extrêmement forts. Voilà. Mais souvent, ils perdent leurs clients pour ça. C'est les délais qu'on donne et les délais qu'on ne respecte pas. C'est des finitions qu'on avait proposées et qu'on ne fait pas, des trucs comme ça. Donc, c'est le manque de respect. De manière générale, l'artisanat souffre de ça. Ils vont vous dire, on peut vous donner du thé, on peut vous recevoir, on peut vous prendre vos mesures, on peut vous livrer, etc. et tout. Vous dites, c'est génial, je suis content. Ils vous donnent un prix, vous êtes encore très content, vous négociez même pas. Mais aucune des promesses qui ont été faites n'ont pas été respectées. Et c'est la raison pour laquelle, quelquefois, certains, comme la Bomba Sec par exemple, vont acheter deux pièces auprès d'un tailleur qui les a convaincus. Et après, ils vont se dire, ok, ce tailleur m'a vendu à 20 000. La prochaine fois, il ne va plus aller chez le tailleur, mais il va aller payer 40 000 chez un autre tailleur qui fait la même qualité ou même peut-être une qualité moindre. Voilà. Pourquoi? Parce que l'autre tailleur respecte ses engagements. Il garantit non seulement la qualité, mais la régularité de la qualité. Donc, le principal pilier du succès, c'est non seulement de déterminer des normes de qualité conformes à deux exigences. Très important. La norme de qualité doit être conforme à deux exigences. La première exigence, c'est qu'il faut réellement que ça soit une demande de la clientèle, une différence voulue par le client. Il faut que le client dise très clairement, voilà ce que je veux et que je suis prêt à payer. Donc, il faudrait que ça soit une demande solvable du client. Le client dit, on voudrait que quand on vient, qu'on nous serve du thé, qu'on nous permette de nous masser, etc. Tout ça c'est des choses possibles. On va dire, ok, c'est bien, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Si le client dit, oui, je suis prêt à payer le prix, on lui dit, ok, je ne prends pas ma décision pour l'instant parce que je dois regarder un deuxième facteur important. Le deuxième facteur important, c'est quoi? C'est la capacité. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? Parce que si le client me dit, bon, moi je viens dans votre... Excusez-moi, je crois qu'il y a une superposition d'applications. Je m'excuse vraiment, c'est un peu difficile tout ça. Là, il faut qu'on reprenne rapidement nos lives là dans de meilleures conditions parce qu'un nulard comme moi, il s'en sortira jamais, quoi, tu vois. Bon, bien. Donc, laissez-moi continuer. Donc, je disais que il ne s'agit pas seulement de promettre des services, il faut encore garantir la qualité, notamment de la prestation du service. C'est très important. Voilà, bien. Alors, donc, maintenant, quand on veut faire notamment des stratégies, c'est-à-dire quand on a identifié les stratégies sur lesquelles on veut aller, comme je l'avais dit, il y a deux conditions. Un, se demander qu'est-ce que le client veut réellement. Donc, il faut que la demande soit solvable. Ce qu'il veut, qu'il soit l'excellence qu'il veut, qu'il soit prêt aussi à payer le prix. Parce que livre-moi en 24 heures, c'est différent de livre-moi en 12 heures. C'est différent de livre-moi en 1 heure. Voilà, ça demande des moyens logistiques énormes. Voilà, donc ça, il faut très bien comprendre que quand vous voulez un niveau important, quand je dis je livre en 24 heures, vous dites, ok, moi ça m'intéresse, mais je vais être livré dans les 10 heures ou dans les 3 heures parce que je suis pressé. On va dire, ok, vous pouvez être livré dans les 3 heures. Si la livraison c'est 1000 francs, ben dans les 3 heures, ça va être 2500. Ou bien ça va être 2000. Voilà. Si la personne maintenant se plaint, vous dites, ok, donc on reste avec vous sur les 24 heures. Parce que les 3 heures que vous voulez, vous n'êtes pas prêt à payer le prix du 3 heures. Voilà, bien. Maintenant, c'est vrai que le client, il ne comprendra pas. Peut-être qu'on peut faire un effort d'explication pour lui faire comprendre que livrer en 24 heures et livrer en 3 heures, c'est pas la même chose. Derrière, voilà. Même ça, bon, vous verrez comment faire. Ce que je veux juste expliquer, c'est que le niveau d'excellence, on les arbitre.
Les clients, quand on leur demande ce qu'ils veulent, ils veulent tout. Maintenant, vous n'allez pas aussi prendre tout. Vous allez voir d'abord ce que le client veut. Est-ce qu'il est prêt à mettre le prix? La demande doit être solvable. Deuxième condition, c'est est-ce que vous êtes capable, vous, de fournir ce service-là? C'est très important. Quand j'ai un salon, par exemple, un salon de coiffure, ok, j'ai un bâtiment tout fait, je suis sur 2 niveaux, je l'ai mis pour avoir vraiment peut-être 10 ou 20 clients en traitement, je leur offre un service de café, de thé, etc. Et que les clientes me disent, bah, écoutez, mais monsieur Khan, vraiment, ce serait bien qu'on puisse faire du massage, qu'on puisse faire manucure, pédicure, des trucs comme ça dans votre salon, voilà. Moi, j'ai pas la capacité à court terme d'avoir un autre salon, parce que ça me coûte cher, le bâtiment coûte cher, je suis en train de rembourser des prêts. Et j'ai des clients qui me disent, écoutez, on a vraiment besoin d'avoir ça, quoi, voilà. Je vais pas leur dire, écoutez, je vais le faire. Et essayer, parce que si je le fais, ça veut dire que je vais réduire, en fait, l'espace qui est dédié à mon activité principale, qui est la coiffure. Et quand je réduis l'espace destiné à la coiffure, forcément, ça crée de l'insatisfaction, parce que les clients, soit ils seront plus étroits, soit je serai obligé de diminuer le nombre de places, ce qui va créer des attentes encore plus longues. Et l'espace que je vais mettre pour l'onglerie, ou en tout cas ces histoires de manucure, pédicure, ne sera pas aussi assez grand pour faire plaisir à mes clients. Donc c'est une perte. C'est pas parce que le client fait une demande et qu'il est prêt à payer qu'on doit le faire. On doit se poser rationnellement la question de savoir ce que les clients me demandent. Est-ce que moi, je peux le faire en étant rentable? Si on peut le faire en étant rentable, ben on le fait. Pourquoi? Parce que les deux conditions sont réunies. La demande est solvable, la capacité est rentable. C'est très important ce que je suis en train de dire. Voilà. Bien. Maintenant, bien sûr, quelquefois, c'est pas vous-même. Par exemple, vous pouvez dire, ok, à 10 mètres ou dans le prochain immeuble, il y a quelqu'un qui fait, par exemple, manucure, pédicure. Je peux aller négocier avec que mes clients aillent là-bas et en contrepartie, je vais prendre moi des royalties ou en tout cas des pourcentages. Ça aussi, c'est des négociations que vous pouvez faire. Voilà. Mais au moins, vous offrez le service au client à travers un partenaire. Vous prenez des pourcentages, mais vous ne le faites pas vous-même. Ce qui fait que vous sauvegardez votre activité et vous donnez un service plus global à votre clientèle. Ça, c'est des facteurs très importants sur lesquels il faut faire particulièrement attention quand on veut réussir sa stratégie de service. Voilà. Donc, quand on veut avoir une bonne stratégie de service pour les produits, déjà, la question c'est, notamment pour les produits, il faut se baser sur tout ce que le client est en droit d'attendre de l'entreprise, en plus du service de base. Ok? Les services avant, pendant, après la vente du produit. Pour les services, il se base sur tout ce qui concerne, comme je l'ai dit, la prestation et l'expérience, pour que les clients puissent avoir un effet wow. Voilà, bien. Alors, je vais sortir rapidement donc les critères sur lesquels on se base pour déterminer les stratégies de service qu'on va mettre autour d'un produit quand on vend un produit. D'accord? Alors, sous ce rapport, pour le produit, on avait dit qu'il y avait deux facteurs importants. On peut retenir deux facteurs importants, notamment sur notamment les produits. Quand on veut définir une stratégie de produit, de service autour des produits, on va travailler notamment sur deux axes importants. Ces deux axes importants, c'est quoi? C'est les services que le client veut et qu'il est prêt à payer et que nous pouvons faire. Et derrière, c'est le prix que le client est prêt à payer. Donc, il y a deux axes d'évaluation, notamment de la situation, notamment pour pouvoir déterminer quelle est la stratégie de service que nous allons mettre en œuvre. Voilà. Je disais que quand vous faites votre enquête auprès de la clientèle, par exemple, quand vous vendez des produits, des téléphones, des montres, tout ça, etc., vous dites au client, qu'est-ce que vous attendez? Généralement, il y a 10, 20, 30, 50 services quelquefois qui vont vous dire, je veux tout ça. Ok? Bien sûr, vient la deuxième question, est-ce que vous êtes capable de payer? On va dire, ok, oui, je suis prêt à payer, je suis capable de payer. Ensuite vient la troisième question, c'est est-ce que je peux le faire en étant rentable? Ok? Voilà. Maintenant, dans ces questions-là, tous les clients n'ont pas la même situation. Certains veulent beaucoup de services, mais n'ont pas assez d'argent. Certains veulent beaucoup de services, mais ils ont beaucoup d'argent. Certains ne veulent pas beaucoup de services et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, à travers notamment, c'est dommage, la prochaine fois, je vais demander à l'AISEC comment on fait la présentation comment on appelle ça encore, des écrans là, pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Voilà, je ne sais pas si l'image est bonne aussi, mais c'est compliqué. La prochaine fois, je vais demander une formation à Live Bombasek pour qu'il puisse vous montrer comment est-ce que justement on le fait. Voilà. Si vous avez vu ici, il y a l'axe prix, ensuite il y a l'axe service. Et derrière maintenant, il y a le service plus service moins, prix plus prix moins. Et sur cette base, on va sortir trois axes parce qu'il y a un quatrième cadran sur lequel on va stratégie. Voilà. Quand le client veut tous les services et qu'il n'a pas d'argent, forcément, ça, c'est un axe sur lequel on ne va pas travailler. D'accord? Bien. Voilà. Donc, vous pouvez définir trois stratégies de service autour de vos produits en prenant en compte ces deux facteurs.
facteurs. Donc, ces 3 stratégies, c'est quoi? C'est notamment la stratégie haut de gamme, la stratégie moyenne gamme et la stratégie basse gamme. Voilà. La stratégie haut de gamme, vous l'utilisez donc pour les services autour des produits. Hein. Vous pouvez utiliser une stratégie haut de gamme pour les clients quand les clients demandent beaucoup de services qu'ils sont prêts à payer et que vous avez la capacité de leur fournir ce service. Je rappelle que la capacité, ce n'est pas simple, ce n'est pas forcément que vous allez le mettre en œuvre. L'important, c'est que si vous n'avez pas la capacité de mettre en œuvre, que vous ayez un partenaire que vous pouvez sous-traiter et qui pourra le faire dans les conditions qui accroissent votre rentabilité. Donc ça, c'est vraiment très, très important, d'accord? Donc, quand les clients vous disent, OK, nous, on veut tout le paquet de services que nous demandons et nous sommes prêts à mettre les moyens, et que vous vous rendez compte que vous pouvez le faire directement ou avec des partenaires, ben écoutez, choisissez tout simplement de vous mettre sur le créneau d'une stratégie notamment de haute gamme. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, bien. Maintenant, quand les clients vous disent, OK, nous, on a des revenus moyens, mais on veut juste quelques services vraiment qui sont quand même plus ou moins assez intéressants, qui nous permettent d'avoir plus de confort, mais pas le luxe, mais nous sommes prêts quand même à mettre un prix moyen. On est notamment dans une stratégie de moyenne gamme, là, ok? Donc, c'est, comment on appelle ça encore? C'est un peu notamment une stratégie où on va dire aux clients, ok, on vous offre quand même pas seulement le basique, mais on vous offre quand même un deuxième level, notamment au niveau privilège, par exemple, de service, et vous allez mettre le prix qui n'est pas le prix le plus élevé, mais un prix moyen. On est dans une stratégie de moyenne gamme. Maintenant, quelquefois les clients vous disent, ok, moi je veux votre produit, mais j'ai pas envie de mettre un sou dedans parce que j'ai pas d'argent, ok? Quand vous allez acheter une voiture ou un ordinateur, tout simplement, sur lequel le fabricant vous dit, ok, il y a la réparation, il y a le remplacement des équipements, tout ça, etc. Ça coûte très cher. Vous dites, écoutez, j'ai pas besoin de tout ça, je suis même informaticien et tout, je veux juste l'ordinateur, point. On est dans une stratégie de basse gamme. C'est-à-dire, le client, tout ce qu'il veut, c'est avoir le produit avec le minimum de service. Voilà, bien. Maintenant, quand vous avez ces 3 stratégies, en prenant en compte ce que j'ai dit, hein, ces 2 facteurs, hein, service, prix, beaucoup de services, prix élevé, on est dans une stratégie. Que le client est prêt à payer un prix élevé, on est dans la haute gamme. Vous avez des services moyens, niveau privilège, le client est prêt à payer un prix moyen, on est plus dans une stratégie de moyenne gamme. Vous avez un produit pas cher, le client n'a pas envie de payer des suppléments, pas parce qu'il n'a pas envie de payer plus cher, on est dans une stratégie de basse gamme. Alors, maintenant, vous me direz bien que, mais monsieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va alors choisir l'une ou l'autre? Non, une même entreprise de service peut proposer à la fois de la haute gamme, de la moyenne gamme et de la basse gamme. Il faut très très bien le comprendre comme ça. Voilà. Quand vous allez par exemple dans les compagnies aériennes, ils vous proposent à la fois de la haute gamme, de la moyenne gamme et de la basse gamme. Voilà. Quand vous allez par exemple dans un avion, j'espère que ça me suit et qu'il va me corriger si je dis des bêtises, voilà. Quelquefois, vous venez, vous dites, écoutez, moi, je veux juste un avion pour bien voyager, le confort, tout ça, je m'en fous, je veux juste bien voyager. On vous dit, ok, on va vous offrir la classe économique. Classe économique basse gamme, il n'y a pas de service. C'est juste les repas qu'on offre à tout le monde, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas demander des trucs spéciaux, rien. Vous ne pouvez même pas commander, ni vous-même, etc. Non, on vous sert selon des standards bien définis, vous n'avez pas le choix. Donc, vous êtes dans la basse gamme. Maintenant, vient celui qui vient en first class. Il se dit, moi, je suis un client notamment important. Donc, on va lui donner une moyenne gamme, d'accord? Dans la moyenne gamme, bien sûr, il va avoir un standing assez intéressant, peut-être plus de sièges, plus de possibilités de prendre des boissons, peut-être un téléphone, je sais pas, des trucs comme ça, peut-être un ordinateur, peut-être une télé, des trucs comme ça. On lui offre un plus qui va lui permettre de payer pas le prix le plus élevé, mais le prix médian entre le prix le plus bas et le prix le plus élevé. Donc, on est dans une stratégie de moyenne gamme. Ensuite, on va venir plus loin, ce qu'on appelle la business. Parce que la business, c'est les hommes d'affaires, ils sont extrêmement riches, ils sont extrêmement aussi exigeants. Donc, le niveau le plus élevé, en principe, c'est la business class. Voilà. Et dans la business, vous allez voir que vous avez tout ce qu'il faut, notamment comme service, et vous êtes dans la haute gamme. C'est-à-dire que tous vos caprices sont réglés, mais c'est au prix le plus cher. C'est pourquoi, par exemple, quand vous voyagez dans un avion, quelquefois, vous êtes en classe économique. Celui qui est en classe en first class va payer 3-4 fois plus cher que vous, mais celui qui est en first peut payer peut-être même 10 fois plus que vous ou 20 fois plus que vous. Pourquoi? Parce que le paquet de services qui est mis n'est pas le même. C'est toujours donc cette relation le prix de vente est notamment le paquet de services. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Voilà. Bien. Maintenant, comme je l'ai dit, une entreprise peut faire à la fois
haut de gamme, moyenne gamme, basse gamme. Comme aussi l'entreprise peut dire, ok, je ne choisis qu'une seule stratégie, comme c'est le cas de KFC, comme c'est le cas de McDonald's, etc. Toutes ces marques-là, par exemple, se disent, ok, nous on est sur de la basse gamme, on reste sur la basse gamme. Voilà, même si il y a eu ces derniers temps des envies, en tout cas chez McDonald's, de faire plus de services à table, etc. Mais bon, ça c'est autre chose, on en discutera au monsieur Laoun, qui est dans l'hôtellerie, vous en parlera un peu plus. Voilà, bien. Alors, donc ça c'est pour les produits, hein, d'accord. Donc sur les produits, attention, deux axes importants d'analyse. Le prix moins, prix plus, et l'importance des services. Moins de services, plus de services. Plus de services, prix à payer plus cher, haut de gamme. Paquet de services moyen, prix d'achat moyen, on est dans une moyenne gamme. Prix faible, service réduit au minimum, on est dans la basse gamme. Voilà, donc ça c'est pour notamment les produits. Pour les services, notamment, c'est autre chose. Pour les services, notamment, on travaille sur deux autres axes qui sont différents, notamment des produits. Comme je l'ai dit, hein, les produits et les services ne sont pas du tout les mêmes. Pour les services, les deux axes qu'on va retenir, c'est l'axe prix et l'axe durée ou bien l'axe intensité. D'accord? Quand on fait une prestation de service, on va se dire qu'il y a deux choses qui vont être importantes. Ce n'est pas le nombre de services qu'on va donner qui va être important quand on fait la prestation. Je parle des services à valeur ajoutée, donc des services périphériques qu'on va donner. Ce n'est pas ça qui va être le plus important. Le plus important, c'est l'intensité du contact et de la relation avec le client. Et le deuxième facteur qui va compter, c'est le facteur le prix que le client est prêt à payer. Voilà, bien. Parce que le nombre de services qu'on va donner, forcément, quand on veut rester plus longtemps, forcément, on aura beaucoup plus de services qu'on va donner aux clients. Voilà. Mais les risques d'erreur, les risques d'insatisfaction viennent de deux facteurs importants, qui est la durée du contact avec les clients, qui est toujours un facteur de risque en matière de service. Et un deuxième facteur, c'est l'importance notamment des services à valeur ajoutée. Plus il y a de services, plus il y a de risque d'erreur, donc de non-qualité. D'accord? Donc on va se dire, ok, quand le client vient et que réellement, lui, il veut, enfin du moins, quand on veut donner une stratégie de service, toujours, comme j'ai dit, on pose les questions sur l'aspect prestation, donc service autour de la prestation et service autour de l'expérience. Les clients, là aussi, nous donnent tout ce qu'ils veulent comme service. Bien sûr, toujours la question vient de la solvabilité. Est-ce que vous êtes prêt à payer? Quand le client est prêt à payer, je reviens moi aussi sur l'autre aspect, sur la dernière question, c'est est-ce que je peux le faire en étant plus rentable? Si c'est réglé, même chose, on va donc avoir un cadran sur lequel on va travailler sur trois cases. Comme je l'ai dit, quand le client veut une intensité longue, beaucoup de services, une durée longue de prestation, et qu'il a un prix, qui a des revenus, ou qu'il n'est pas prêt à payer le prix, forcément cette case-là, on le limite. Donc il n'y a que trois cadrans qui vont nous intéresser. C'est la haute gamme, la moyenne gamme et la basse gamme. Quand le client demande beaucoup de services, que le contact avec le client est très important, que le nombre de services qu'on lui offre est important, donc ça c'est le facteur intensité. L'intensité c'est la durée et le nombre de services. Donc plus il y a de services à délivrer au client et plus le contact est long avec le client, donc on parle d'intensité. Donc l'intensité, on va dire, concerne ces deux aspects. L'axe intensité concerne ces deux aspects. Notamment l'intensité du contact, donc la durée du contact, et le nombre de services fournis à la clientèle. Le deuxième axe maintenant, c'est l'axe prix. Quand un client vient dans votre hôtel, je ne veux pas être fatigué, je ne veux pas sortir de ma chambre, Dieu sait que ça existe même au Sénégal, je ne veux pas sortir de ma chambre, je veux qu'on s'occupe de tout chez moi, je veux que même quand on fait le nettoyage, que je ne sorte pas de ma chambre, aménager un coin, pas loin ou dans un espace à côté pour que je puisse me reposer, etc. Je veux que tous les services puissent être faits dans ma chambre. Je veux que tout ce que je veux, on me l'amène, quelle que soit l'heure, etc. Vous voyez, il y a une intensité. Ça, les clients demandent beaucoup de services, mais ces services nécessitent aussi beaucoup de contact avec les clients. Donc ici, l'intensité est importante. C'est une intensité forte. Parce que les clients demandent beaucoup de services et a des contacts fréquents avec notamment le prestataire de services. Donc ça veut dire que vraiment il est dans la haute gamme. S'il est prêt à mettre le prix pour ça, on va lui dire ok, on va proposer une haute gamme. Quand vous allez dans les hôtels, les suites qu'on offre aux clients correspondent notamment de haute gamme. C'est-à-dire que vous venez, vous ne faites aucun effort, on est complètement à votre disposition pour tout ce que vous voulez, comportez-vous comme un nouveau-né et nous, on va vous satisfaire comme un bébé qui vient de naître, comme une maman le sait très bien le faire. On est dans une stratégie de haut de gamme, d'accord? Dans un deuxième niveau,
L'intensité n'est pas très forte, elle est moyenne. Le client demande quelques services supplémentaires, mais il est prêt aussi à faire un effort sur le prix pour ne pas payer le prix le moins cher, mais qu'il mettra un prix supplément. Aussi, même chose, on va dire au client, ok, dans ce cas, on va vous proposer une stratégie de moyenne gamme. C'est le cas notamment pour les appartements, c'est le cas pour les studios, où le client, on va vous dire, ok, on vous laisse la possibilité vous-même de faire votre cuisine, d'accord, etc. C'est-à-dire qu'on va lui donner des choses qu'on ne donne pas aux autres, mais on va lui donner quand même un paquet de services, un espace, on va faire le truc, on va peut-être mettre même quelqu'un pour l'aider à faire la cuisine, des trucs comme ça, ou bien on va s'occuper de ses enfants, parce qu'ils ont un appartement, on met une nounou pour s'occuper de ses enfants, etc. Donc, le nombre de services, c'est important, mais c'est pas trop important. C'est vraiment moyen et il est prêt à payer le prix. On est dans une stratégie de moyenne gamme. Voilà. Maintenant, on va aller dans la stratégie de basse gamme, où c'est les chambres, les singles par exemple, ok, où le client va dire, ok, moi je veux une chambre pour moi et je suis pas prêt à payer plus cher. On dit, ok, on va vous offrir ce qu'on a de plus petit chez nous, qui est la basse gamme. Et la basse gamme, c'est quoi? C'est le produit, c'est le service qu'on offre avec le minimum de services autour. Ça, on vous donne que les services. L'entretien de la chambre, la sécurité, éventuellement l'accès aux lieux communs, notamment la piscine, etc. Mais pour tout le reste, c'est payant. Les excursions, tout ce que vous voulez faire ensuite, c'est payant. Donc là, vous allez être dans une stratégie de basse gamme. Le client viendra pour sa chambre, ils sont là. Voilà. Je viens une prochaine fois, je vous expliquerai la stratégie de l'hôtel Formule 1, qui est un hôtel de la chaîne Accor, qui est vraiment un spécialiste de la basse gamme et qui a très très bien travaillé ça. On en parlera une prochaine fois, je sais que le temps est un peu court. Voilà, j'ai même dépassé le temps, mais enfin, on va terminer. Voilà, bien. Donc, la moyenne gamme ou la basse gamme. Voilà. Prenons le point des restaurants. Quand vous allez dans les restaurants, par exemple, quelquefois vous allez dans les restos où c'est des clients exigeants qui viennent, qui disent, moi je ne veux pas manger des choses réchauffées. Et je suis venu ici pour manger quelque chose de particulier et je veux que le chef le prépare pour moi. Donc, on est dans une stratégie de gastronomie. On est dans ce qu'on appelle les restaurants gastronomiques. Ça, dans le restaurant gastronomique, on ne prépare pas le repas avant votre arrivée. C'est quand vous arrivez que vous déterminez qu'est-ce que vous voulez et comment est-ce que vous le voulez. Et on va prendre le temps de vous préparer le repas comme vous le voulez sur 30 minutes, 1 heure de temps, 1 heure et demie. Et vous prendrez le temps, vous aussi, pour attendre. Sauf que pendant ce temps, il faudra vous gérer. Il faut l'apéritif, il faut le café, il faut les petits, etc. Tout ça, il faudrait le gérer. Donc, vous avez l'intensité absolument importante. Voilà. Quelquefois, vous voulez du vin, il faut qu'on appelle celui qui gère la carte des vins. Vous voulez un dessert, quelquefois on appelle le pâtissier même pour faire des choix. Quelquefois, le cuisinier, c'est lui-même qui va assister le serveur pour vous servir, pour vous expliquer la consistance du plat, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. et tout. Vraiment, vous mobilisez énormément de ressources et il y a notamment une intensité de contact, de service, notamment, qui est très importante. Si vous êtes prêt à payer le prix, forcément, vous êtes la haute gamme. Et les restaurants gastronomiques sont des restaurants de la haute gamme. Maintenant, vous avez les restaurants, par exemple, de la moyenne gamme. Quand je prends juste le cas des restaurants, pour ne pas aller très loin, vous avez, par exemple, des restaurants qui sont les restaurants de la moyenne gamme. Ce sont les restaurants à formule. Ok, donc vous le voyez souvent sur vos pages Facebook ou ailleurs, où on va vous dire, oui, on a des formules, lundi c'est ça, mardi c'est ça, mercredi c'est ça, etc. Mais c'est pas vraiment des choses, on vous prépare quelque chose que vous mangez généralement à la maison, quoi, voilà. Sauf que, on va se dire, on va pas préparer 50 000 plats par jour, quoi. On va se faire 1 ou 2 plats, parce que réellement, c'est compliqué tout ça, ça va nous faire moins de coûts, on va se battre pour faire des produits de qualité comme à la maison ou bien comme s'ils l'avaient préparé eux-mêmes. C'est ça le truc des formules. C'est pourquoi on va dire tous les jours, aujourd'hui chez Thieboudienne, il y a ça, etc., à le coup, tout ce que vous voulez. Et vous allez faire votre commande et il y a un prix fixe. Et donc, on va vous servir justement uniquement la commande. Il n'y a pas un plus. Hein. Beaucoup de gens qui vont dans les restaurants à carte, qui sont des restaurants de moyenne gamme, qui sont de très bonne qualité d'ailleurs, adorent ça. Ils viennent, ils savent qu'ils ont leur entrée, ils ont leur plat, ils ont leur jus. Ensuite, c'est toujours Ani Ataïvi, des trucs comme ça, comme ceux qui veulent le thé. Voilà, ils connaissent très très bien ces choses-là. Ou bien souvent, on dit aux clients, vous avez le choix entre le café et le thé, ou bien entre le café et un dessert, des trucs comme ça, ou bien soit le jus ou le fruit, des trucs comme ça. Ça, vous le connaissez, mais ça, c'est des stratégies de moyenne gamme. Donc, service moyen, mais aussi prix moyen. Et vous avez ce qu'on appelle les stratégies de basse gamme, qui sont l'exemple typique de ce qu'on appelle les restaurants fast-food. Voilà. Quels que soient les prix que vous mettez dans vos fast-food, là, et quelle que soit la marque d'ailleurs de fast-food, les fast-food sont des restaurants de basse gamme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la qualité. Hein. Je parle de basse gamme en termes de stratégie de service. Pourquoi basse gamme? Parce que c'est du mini-service.
Ça, c'est absolument clair. Quand vous allez dans les fast-foods, souvent, vous venez, vous faites quasiment tout le travail. Vous entrez, vous vous accueillez vous-même, vous êtes obligé d'attendre. C'est vous qui déterminez clairement votre choix en étant le plus clair possible. On fait attendre votre commande. Vous n'êtes pas livré à table, vous êtes obligé vous-même d'aller vous servir à table. Quand vous avez fini, c'est à vous de tout mettre dans la poubelle. Et quand vous partez, si vous avez de la chance, éventuellement, on vous dira au revoir. Voilà, bien. Donc, c'est mini-service. Mini-service à valeur ajoutée. On est sur le service vraiment de base, point. Ou bien, en cas, sur le service intrinsèque. On ne vous donne pas de plus. Mais là aussi, ça voudra dire que vous ne payez pas plus cher. Voilà. Maintenant, quel que soit le restaurant fast-food où vous irez, en vous disant que c'est un grand restaurant, etc., ça fait toujours plaisir d'aller dans un bon fast-food, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Généralement, vous ne payerez jamais aussi cher que dans un restaurant à carte ou dans un restaurant gastronomique, parce que les niveaux, notamment de positionnement, ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, bien. C'est vraiment ce que je voulais, c'est comme pour les tailleurs, je veux parler de Babs, un ami tailleur, c'est vraiment quelqu'un qui nous suit beaucoup sur Marketing TV Monde, c'est un tailleur, il fait des très très bonnes choses, voilà. C'est comme notamment les artisans, je voulais juste leur dire ça, c'est mon dernier mot. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mesure, dans tout ce qu'on fait en artisanat, le sur-mesure, c'est toujours de la haute gamme. Dites-moi le modèle que vous voulez, je vais le coudre, c'est jamais de la moyenne gamme ni de la basse gamme, c'est de la haute gamme. Malheureusement, nos parents artisans ne le comprennent pas. Quand on fabrique un produit sur mesure, que ça soit le tailleur, le bijoutier ou tout ce que vous voulez, on est dans la haute gamme. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand vous voulez faire du sur mesure en mettant des petits prix, forcément vous tuez votre crédibilité. Et je crois que les derniers entrants sur le marché sénégalais, ils commencent à faire du sur-mesure comme les artisans, mais ils mettent tout le reste, notamment l'installation, le service, je sais pas moi, l'écoute du client, l'aménagement, le décor, le système d'information, et vous voyez que ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, les 2 pièces qu'un gars comme Babs peut vendre à 20 000 francs, parce qu'il est gentil, mais c'est un excellent tailleur, ben, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va faire moins beau que ça, mais il a tout ce qu'il faut pour me faire du sur-mesure et il va me le vendre à 100, 150 000 francs. Et Dieu sait que ça marche. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, il faut travailler sur la stratégie. Quand l'intensité est longue, elle est forte, et que le prix doit être aussi un prix important. Et là, on est dans la haute gamme. Quand maintenant vous êtes dans le sur-mesure parce que vous avez des modèles déjà faits, déjà établis, chacun vient choisir, par exemple, dans la couture, par exemple, les gens ont des tailles standards, 52, 48, je sais pas. Bon, ils ont des tailles standards. Donc quand vous venez, tout est déjà fait, vous achetez, là vous avez vu que c'est pas le luxe. Donc, mais quand même, c'est plus important que les autres. Donc vous êtes dans la moyenne gamme. Voilà. Maintenant, il vient un cas où, notamment, vous êtes vraiment dans les conditions où c'est vraiment des produits, comme vous les voyez, les fringues, les fripes plutôt, comme on dit, voilà. Là, vous êtes complètement dans la basse gamme. Les produits sont quasiment en frais, il n'y a pas de service. Vous devez vous-même faire tout le service pour vous. On est dans la basse gamme, voilà. Bien. Je ne sais pas si on s'est bien compris, mais je vais répéter rapidement, faire une petite synthèse de ce que j'ai dit. Donc, aujourd'hui, on traitait des piliers de la stratégie de service autour, les piliers de la stratégie de service à valeur ajoutée. Et on avait dit que pour construire une stratégie de service, Drucker nous avait proposé 3 axes. Se battre sur les prix et vendre moins cher. Se battre sur la différence, créer notamment de nouveaux services, se différencier. Troisièmement, c'est se focaliser. On avait montré que l'ensemble de ces stratégies sont assez intéressantes, mais elles ne sont pas très opérationnelles. En tout cas, elles ne garantissent pas les meilleurs résultats. Par contre, on a compris qu'on peut utiliser l'une ou l'autre de ces stratégies-là, parce que ça peut toujours marcher, si le contexte de marché le permet, ça n'y a pas de problème, mais il faut prendre en charge un facteur très important, c'est que quelle que soit la stratégie que vous proposez au client, ce qui va être déterminant pour lui, c'est notamment que les produits soient de la qualité. Quand je parle de qualité, je parle de qualité subjective, la qualité que le client veut lui-même. Donc, ça dépendra de la qualité sur laquelle vous êtes engagé, mais ça dépend surtout de la régularité de cette qualité. Il ne s'agit pas de proposer des choses pour ne pas les faire. Ça, c'est très important. Donc, l'axe important, c'est quand vous avez déterminé vos prix, les différences, tout ça, etc., il est important de se dire que ce que je propose au client, je vais tout faire pour que la qualité soit toujours au rendez-vous, 100% si c'est possible. Voilà. Si ce n'est pas possible, ne dépassez jamais les moins de 98%. C'est très important en matière de service. On pourra en reparler plus tard aussi. Voilà. Deuxième élément important, c'est de dire que quand on veut construire des services produits, 2 axes importants. Les 2 axes importants, notamment sur lesquels on doit travailler, c'est notamment l'importance des services que vous offrez aux clients. Plus les services sont importants, plus ça va coûter cher et plus vous serez dans la haute gamme. Donc, il y a 2 axes. L'axe nombre de services donnés et l'axe notamment prix
de vente à la clientèle. Voilà. Quand maintenant le nombre de services autour du produit est très important et que le client est prêt à payer plus cher, vous devez mettre dans la haute gamme. Quand c'est des services vraiment qui sont dans la moyenne et que le client aussi est prêt à payer un prix moyen, vous mettez dans la stratégie de moyenne gamme. Quand le client dit j'ai pas de quoi payer ou j'ai pas envie de payer plus cher, je paye le prix le plus petit et j'ai pas besoin de tous ces services que vous proposez, c'est pas la peine, proposez-lui notamment une stratégie de basse gamme, d'accord? Voilà. Donc basse gamme, c'est minimum de services et bien sûr prix le plus bas. Concernant les services, on avait dit qu'il y avait deux axes importants. C'est l'axe intensité de la prestation et l'autre aspect, c'est l'axe prix. Donc, plus la fourniture de services est intense, j'avais dit que l'intensité c'est 2 points, c'est la durée du contact et l'envergure des services qui sont proposés. Plus les clients demandent de services, plus vous allez le contacter, donc plus, notamment, la prestation va être intense. Donc, plus c'est intense, normalement, ça coûte plus cher. Si le client demande l'intensité la plus haute avec le prix le plus élevé, forcément, on va lui offrir notamment une stratégie de haute gamme. Quand maintenant le client ne peut pas payer ça ou n'en veut pas, il veut juste un nombre de services assez conséquent qui puisse le mettre à l'aise et qu'il est prêt à payer un prix moyen, forcément, on va le mettre dans une stratégie de moyenne gamme. Maintenant, si le client dit, OK, moi, je veux pas de tout ça, je veux juste le service minimum, pas de plus, justement le minimum que vous donnez, ben, on lui donne le service minimum, très faible intensité, très faible contact, mais aussi prix plus bas, on est dans une stratégie de basse gamme. Et j'avais dit que une même entreprise peut à la fois faire de la hausse, de la haute, de la basse et de la moyenne gamme. J'ai donné deux exemples très précis de secteurs qui me sont très chers parce que c'est des secteurs qui ont vraiment porté le marketing de services. C'est le secteur de l'hôtellerie où vous allez voir haute, basse et moyenne gamme dans le même hôtel. Comme vous le voyez dans les avions où vous allez voir classe éco, first class et business class. Voilà, bien. Donc, c'est les échanges que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Je m'excuse énormément du retard. Il y a aussi les contraintes professionnelles qui sont un peu difficiles. Voilà. Alors, je ne sais pas maintenant s'il y a peut-être des questions. Il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Enfin, bon, je vais quand même regarder quand même, pour ne pas dire des bêtises. Voilà. Donc, merci Khalifa Diaby qui dit que c'est très clair. Voilà. Amadou Nion qui dit que oui, nous sommes tout oui, bah, c'est comme quand je t'écoute moi aussi, quand je vous écoute vous tous d'ailleurs, je suis tout oui, je suis complètement heureux, voilà. Il y a Diaby Gassam qui, que je crois, vous félicite, bah écoutez, il faudra plutôt féliciter les jeunes, hein, c'est eux qui sont vraiment ceux qui font le travail que nous on devrait vraiment faire et ils le font de manière extrêmement satisfaisante. Je suis très heureux de ces jeunes-là, voilà. L'excellent Lai Bambasek, je te salue, excuse-moi, j'enlève le son, voilà. L'excellent Lai Bambasek, Abdoulaye Ndiaye, salut, je vous salue, voilà, ça fait un moment, c'est toujours un plaisir de vous voir. Antefal Ngom, merci de m'avoir indiqué pour le son, merci aussi Khalifa. Voilà, le son est bon, donc c'est bien. Baifal Diao qui me dit que je suis un marabout. Moi, je suis pas un marabout, je suis juste un talibé. Par contre, toi, tu es mon goro parce que Rifania est là, elle me fait tourner la tête et il n'y a que toi pour régler ce problème-là. Dis-moi ce que tu veux, je vais te l'envoyer à Ziguinchor et puis mon problème sera réglé. Voilà, bien. Alors, il y a Yayoumam Diara que je salue. Bonsoir, toi aussi. Mata Amassi, bien sûr. Voilà, toi, voilà, c'est ça, tu es de la maison. Voilà, faites un excellent job. Very proud of what you're doing now. Farilai, que je salue beaucoup. Je vois la climatisation paramétrée. Oui, ça, les hôtels de fond, on en a parlé. Mamar Ndoye, c'est un de mes promotionnaires à l'école militaire. C'est un monsieur excellent qui a fait un séjour énorme en Italie, qui a fait très très bonnes choses là-bas, qui développe aujourd'hui de très grands projets immobiliers en Côte d'Ivoire. Et depuis l'année dernière, il me dit, bah, écoute, monsieur, mon cher ami, c'est mon promotionnaire, c'est mon ami, je suis très fier de lui. Il me dit, écoute, aujourd'hui, moi, j'utilise vos vidéos pour former nos gens. Et ça, c'est énorme, j'en suis très fier. Il est en Côte d'Ivoire, il nous suit. Et vous imaginez pas d'où est-ce qu'on nous suit. On nous suit du monde entier. C'est la même chose au Maroc et même aux États-Unis ailleurs. Donc ça, vraiment, je vous le dis et vous le savez. Diaby Gassam, je vous salue. Donc c'est ça, Amadou Niang. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de questions. Voilà. Mais peut-être qu'on va essayer de consacrer un jour où Lai Bamba va prendre vos questions comme il l'a fait une fois pour vous apporter les meilleures réponses possibles parce que nous voulons aussi être le plus pragmatique possible. Ça n'est pas seulement sortir la théorie livresque, ça existe, voilà. J'essaie en tout cas de partager mon expérience. Ça m'excite, vous sentez que je suis excité, mais je serai encore plus excité si j'ai des cas pratiques pour lesquels je peux donner de très très bonnes solutions. C'est une sorte de e-coaching, ah, voilà, de e-coaching. Donc toi tu vas être le e-prof Lai Bamba, je vais être le e-coach. Donc, le e-prof du moins, moi je vais être le e-coach et on va vraiment vous coacher gratuitement pour vous apporter des solutions parce que tout le monde n'a pas le prix, l'argent pour aller à l'école.
tout le monde peut aller se reformer ou le temps. Tout le monde n'a pas l'argent pour payer un expert ou en tout cas un coach, mais on peut vous aider pour que vous puissiez grandir. Et quand vous grandirez, vous venez certainement acheter nos services de consultant. Voilà. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Passez une très belle soirée. Ne la gâchez pas. Passez une très très belle semaine. Faites-vous plaisir. Pensez positivement. Respectez les normes de sécurité sanitaire. En Europe, ils sont en train de se reconfiner. Aux États-Unis, vous avez vu le cas. Le président, je crois, brésilien vient d'être contaminé. Vous avez vu le nombre de morts chez nous qui tourne de manière importante. Donc c'est vrai qu'on doit vivre avec le virus, mais moi je dis tout le temps, on ne vit pas avec le virus, on tue le virus. Parce que c'est comme un adversaire dans un ring, on ne reste pas ad vitam aeternam avec, on lui casse la gueule et on sort. Et la meilleure manière de casser la gueule au virus, c'est de porter des masques, de très bien les porter, c'est de respecter la distanciation de 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, c'est d'utiliser l'échelle quand on ne peut pas, mais c'est laver les mains régulièrement, c'est consulter régulièrement sa température. Voilà, donc vraiment que chacun soit le protecteur de l'autre, parce que c'est une maladie qu'aucun milliard ne peut vous épargner d'avoir. Il n'y a que l'intelligence collective qui nous permet en réalité de pouvoir gagner par rapport à cette maladie. Voilà. Je vous remercie tous, c'est toujours un excellent plaisir de vous retrouver et je suis toujours aussi au plaisir de vous retrouver le mardi prochain. Passez une très très belle semaine et à la prochaine. Merci, ne quittez pas, restez sur Marketing du Monde, la chaîne des savoirs. Voilà. Merci beaucoup.